Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de vous joindre à nous au nom du programme de développement des Nations Unies. Nous sommes enchantés de vous donner la bienvenue à cet événement qui est appelé justement la finance climatique pour les populations autochtones pour préserver l'intégrité des forêts. Comme vous le savez, beaucoup de ces forêts richesses forestières sont dans les territoires autochtones et nous voulons donner la base pour avoir une conversation sur les populations indigènes et sur nous comment nous pouvons accélérer les solutions pour la préservation des territoires autochtones des et si vous avez des solutions concrètes et intéressantes, nous serons très intéressés de les entendre pour pouvoir augmenter le financement pour les territoires autochtones, pour les forêts autochtones qui sont encore entières. Et une des questions importantes est justement de traiter le partenariat avec nos partenaires de la Société de conservation, la Green Forest Foundation de Norvège et l'Institut WRM. Et nous sommes enchantés de avoir nos partenaires ici dans la salle, entre nos membres, nos partenaires et les gens de la salle. Nous avons également le jour pour le genre. Aujourd'hui, c'est le jour du genre et de la lutte contre l'inégalité contre les genres. Alors, encore une fois, étant donné que c'est le jour du genre, quand vous entendrez la discussion, nous avons également quelque chose sur lequel vous devez réfléchir pour les actions qui doivent être prises pour le bénéfice pour les femmes, les hommes et les jeunes quand il se traite des questions de préservation du territoire. Et peut-être que nous pouvons revenir sur cela dans notre discussion quand nous aurons un échange entre les membres du panel et l'audience. Je voudrais maintenant d'abord vous présenter Stephanie Owen, qui est ma co-animatrice et passer pour faire le test du son et vous introduire les remarques introductrices pour le son et ensuite parler de la société de conservation. Elle a plus de 10 ans d'expérience. Et Stephanie est centrée sur les projets qui sont émergents pour la protection des projets. Merci d'être avec nous. Est-ce que ça va? Vous pouvez m'entendre? En premier lieu, je vous demande pardon de faire justement le test ici, mais je vais revoir les tests que l'on peut voir pour les tests pour les finances, pour les projets destinés à financer les forêts. Nous allons parler des forêts, ce que les hautes températures leur font. Nous allons également parler justement des forêts qui ont une haute intégrité. Nous avons encore des forêts qui couvrent le monde, qui ont beaucoup d'impact et qui sont impactées par les régulations. Il y a une superposition entre les terres autochtones et les terres et les forêts. Et je suis heureuse de voir que nous avons 35% des forêts du monde et 85% des forêts sont atteintes par la biodiversité. Nous avons également des forêts qui sont sous le contrôle des autochtones, sont mieux préservées, des réserves autochtones et nous avons des zones protégées qui sont celles qui ont l'effet le plus important sur l'intégrité et le WR qui est par nos partenaires dans cela a travaillé sur la quantification des émissions et des travaux faits sur les terres autochtones. Et si vous voulez en savoir davantage, il y a un événement demain sur cela qui va en parler. Alors, on vient de mentionner que pour le financement climatique, VC dans la capacité d'avoir accès au financement climatique, mais a peu accès au financement pour la préservation du climat et il y a eu une lacune significative entre les finances pour la préservation des forêts entières.
et les finances sont davantage dirigées à la protection de zones forestières qui ont passé par de hautes zones de déforestation, ce qui exclut bien sûr les forêts à haute intégrité et beaucoup de territoires indigènes pour ce qui a trait au financement. Donc, quelques-uns des modalités financières pour la protection des forêts intègres, et EPLC se sont engagés également, ainsi que la Banque mondiale. Et l'une des modes principaux est justement le financement direct pour les territoires. C'est une vision justement basée sur les finances à haute performance qui peut être directement utilisée pour financer des territoires et des organisations communautaires pour l'enrichissement et la préservation territoriale. Et comme nous avons également des matrices destinées à cela, ainsi que des mesures de performance et d'efficacité qui peuvent être utilisées. Et nous savons que tout cela sera pris en compte pour l'intégrité. En montrant cela, nous voulons montrer comment ces finances sont directement importantes pour financer ces organisations. Et une plateforme qui sera discutée ici, justement, est la plateforme qui facilite le financement territorial pour l'Amérique du Nord, l'Indonésie, l'Amérique du Sud, l'Amazonie, et qui traite de l'intégrité des plateformes et justement la préservation autochtone de ces terres, le progrès et l'impact à des indicateurs qui ont été identifiés par Shandy jusqu'à maintenant et qui ont un impact sur la protection écologique et qui présente beaucoup de facteurs par la gestion autochtone et qui reconnaît les droits de ceux-ci sur les territoires et qui nous maintient en fonctionnement à long terme. Très rapidement, un autre exemple, notre premier partenariat est en train de développer une facilité des forces, et c'est pour préserver les forêts intègres autochtones et les peuples indigènes pour entendre les ressources qui sont disponibles, et également pour traiter des besoins territoriaux et les mécanismes pour livrer ces ressources financières directement aux communautés locales et aux communautés autochtones. Et c'est le côté financier de ces affaires qui n'est pas une application d'une réduction de mesures pour les marchés. En termes des finances, il faut également mentionner très rapidement que nous avons le crédit HLO, qui est justement un gouvernement pour le développement des arbres et qui veut s'adresser et combler cette lacune pour trouver des financements pour les forêts. La plupart, comme je l'ai dit, ont été dirigés à des forêts qui passent déjà par un déboisement accentué. Et ce crédit HFO va focaliser sur des pays et des juridictions et des territoires autochtones pour trouver des formules qui vont aider justement pour les mécanismes d'échange de carbone et de production. Et si vous reconnaissez ici des territoires indigènes, vous pouvez justement appliquer tout cela sous un programme national. Il y a toujours Under Our Trees, où il y a des organisations autochtones qui peuvent avoir accès à ces financements. Et les organisations seront donc guidées et auront donc des approches pour les communautés autochtones, pourront participer comme des partenaires au lieu d'être seulement des bénéficiaires. Et nous avons le Rebranting Fund dont nous allons parler, et nous focalisons sur la haute intégrité et le ciblage des financements, et nous permettons aux communautés autochtones d'avoir accès à leurs droits, et nous essayons justement d'aller au-delà justement des marchés et donner des financements, et nous essayons de lutter également contre le déplacement de ces forêts et que le monde reconnaisse le rôle qu'elles ont dans leur préservation. Ces forêts vraiment sont responsables de maintenir le monde à 1 degré plus froid qu'il ne devrait se trouver en autre moment.
et cela a sauvé l'économie de milliards de dollars dans le monde et c'est essentiellement ce qui s'est passé. Et ils ont cependant reçu moins de 1% des finances dirigées à la protection des forêts. Alors, cette approche va développer un nouveau accès pour le climat et cela va mettre une valeur monétaire sur ces déplacements pour la première fois et pour ce qui a trait aux terres autochtones et les déplacements, la déforestation a touché très fort et ces déplacements de population ont été quantifiés, ce qui leur permet justement d'avoir accès au crédit et dû à l'échelle et la nature de ce problème. C'est important dans toutes ces approches de travailler collectivement pour définir ces abordages et nous espérons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stephanie. Maintenant, je vais vous présenter nos panélistes dans notre panel sur l'eau. Nous avons le docteur Lauren Baker qui va analyser justement la politique de l'Organisation des Nations Unies où elle a développé sur le développement des pratiques pour les nouvelles stratégies ainsi que les politiques pour promouvoir les droits des populations autochtones et elle protège les droits autochtones depuis le début de sa carrière. À côté du Dr. Boken, nous avons Lolita Piawarian qui travaille sur justement la population autochtone de la population équatorienne. C'est l'une des pionnières du travail de l'équation amazonienne qui a plus de 700 membres. Elle travaille directement sur le renforcement des organisations pour les politiques de genre et le renforcement et le rapprochement des justes. Depuis lors, elle est la présidente de la présidente de la Confédération équatorienne. Nous avons Penny Onehammer, qui est présidente exécutive de Onehammer, qui est présidente de tous les programmes sur le monde, qui est responsable de développer et de mettre en pratique les programmes à travers le monde. Et elle dirige également les travail de l'organisation dans plusieurs partenariats, y compris les partenariats que j'ai mentionnés avant sur des zones clés. Et nous avons Patang Domajanga, qui est directeur exécutif du Centre pour le Centre de développement et de recherche des populations autochtones, qui travaille depuis plus de 10 ans avec les communautés autochtones et travaille justement pour le développement et la diffusion des connaissances autochtones pour contribuer dans la gestion des politiques. Et finalement, nous avons Amaru, qui est ingénieur mécanique et qui est professeur à NYC, qui est la trésorière de l'organisation autochtone et qui également dirige la bibliothèque africaine autochtone. Nous avons un groupe fantastique de femmes avec nous et nous sommes anxieux de les entendre. Nous allons faire cela d'une façon un petit peu différente. Alors, tous nos panélistes vont poser des questions les uns aux autres. Je vais donc passer la parole à notre docteur. Merci beaucoup, Susan. C'est un plaisir d'être ici avec vous et je vais poser des questions à Lolita. La question quand il s'agit de finances, de juridiction, quelles sont les lacunes pour atteindre les communautés, pour préserver les droits et appuyer les processus participatoires qui sont nécessaires? Quelles sont les finances qui sont nécessaires ici? Quand il s'agit de les finances RED Plus et de juridiction, quelles sont les lacunes que vous voyez pour pouvoir atteindre justement les personnes dans les communautés et faciliter les processus qui sont nécessaires? Quel est le genre de finances qui est nécessaire? Bonjour à tous et à toutes. Je viens de l'Amazonie équatorienne
Et c'est un plaisir d'être ici, de vous saluer tous, saluer ceux qui sont ici présents et saluer également les membres de ce panel qui sont ici présents. Et je veux vous dire que oui, sans les forêts, sans l'Amazonie, sans l'eau, il n'y aura pas de vie pour toute la planète. Alors, c'est opportun de voir que nous nous trouvons dans une émergence climatique, une urgence climatique. Alors, il doit y avoir une responsabilité de tous ceux qui sont ici sur la Terre et comme réseau en Amazonie, c'est important de mentionner quelques-unes des choses qui nous manquent à régler sur nos territoires. En premier lieu, dire vous dire que la principale barrière est l'intermédiation sous prétexte de manque de capacité des communautés autochtones en Amazonie, de nos gouvernements et alliés, inclut un agenda qui leur est propre, qui n'est pas celle nécessairement des territoires autochtones. Et pour nous, c'est un thème auquel ils ne sont pas, qui n'est pas adapté à la réalité de ces territoires. Et il y a des échecs parce qu'il n'y a pas de coordination effective ni la participation effective des peuples de différentes nationalités. Et là, je veux vous dire que les fonds doivent parvenir au territoire. Comme Amazoniens, nous avons un plan de mise en pratique que nous avons fait à travers du appui de nos compagnons avec qui nous avons travaillé en Amazonie. Plusieurs critères en Amazonie. Et ce que nous faisons, c'est chercher des financements. Nous avons des plans de vie. Nous n'avons pas besoin de grandes consultations. Nous n'avons pas besoin d'avoir des spécialistes maintenant. C'est parce que plusieurs fois, ces fonds vont aux États et n'arrivent pas au territoire. Donc, nous disons qu'à partir des territoires, c'est que nous devons être entendus et respectés parce que nous sommes les gardiens des forêts. Nous avons besoin d'une compensation juste parce que maintenant, nous sommes dans une crise climatique qui affecte tous et toutes. Nous sommes les personnes qui gardent les forêts. Il y a déjà des milliers d'années. Mais en regardant une situation où nous avons des minérations et d'autres entreprises qui menacent nos forêts et nos rivières, que maintenant sont contaminées, je voudrais dire aussi que c'est important d'entendre les voix des femmes. Nous devons appliquer ces idées immédiatement dans les territoires en démarrant des projets, des initiatives locales qui ne vont pas causer des dommages aux forêts. Et pour ça, nous avons besoin d'un prix juste pour ce que nous faisons. Nous avons besoin des situations durables. Nous avons besoin des jeunes femmes et qui peuvent faire que ça soit possible. Et je voudrais parler de comment c'est important affirmer que la participation efficace des territoires soit des mécanismes efficaces parce que nous travaillons avec la prise de décision, qui est un processus conjoint et qui respecte nos connaissances et notre langue. Et c'est pour ça que nous invitons tous ceux qui nous entendent pour nous respecter, parce que nous voulons vivre de façon digne avec les forêts, avec nos esprits, parce qu'ils nous ont appris à vivre et à garder les forêts. Nous savons comment le faire. Aussi, je voudrais dire que nous avons déjà démarré à travailler avec Red Plus. Et nous avons commencé à travailler parce que nous venons de mettre en place et de coordonner des activités avec l'objectif de préserver, reforester
et de travailler avec des sujets de bioéconomie, renforcement de gouvernement et délimitation de nos territoires parce qu'ils font partie de nous. Aussi travailler avec le composant de l'éducation qui est une chose que normalement les donateurs ne font pas attention à la santé parce qu'ils ont leur propre agenda qu'ils veulent apporter à nos territoires. Donc, c'est ce que nous avons besoin. Comment est-ce que nous voulons vivre? Il faut que nous disons nos demandes. Pour ça, tous nos alliés et tous nos partenaires stratégiques ne doivent pas nous voir comme un point externe. Nous devons faire partie du processus. Donc, c'est très important, connecter, nous connecter avec vous tous. Donc, c'est une opportunité pour toute la société de se responsabiliser. Pas seulement nous regarder, population autochtone comme protecteur des forêts, mais c'est une obligation de tous ceux qui contaminent nos territoires. Tous doivent être responsabilisés, pas seulement par leur expansion, parce que maintenant, ils rentrent dans nos territoires et ils exploitent du pétrole, la minération. Donc, j'invite toutes et tous que vous n'oubliez pas de nous, parce que nous avons besoin de ces ressources pour vivre. Et sans eau, les êtres humains ne peuvent pas vivre. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous inviter à voir que nous avons besoin, que nous devons respecter tout cela dans nos territoires. Merci. Merci, Mélissa. Merci de partager votre perspective. Donc, vous avez montré les défis, les besoins. Donc, je crois que maintenant, vous avez une question à poser à notre collègue. Donc, peut-être une partie des solutions. Donc, s'il vous plaît. Donc, Penny, je comprends que votre organisation donc fait le travail correct avec des nouveaux mécanismes. Et est-ce que vous pouvez partager plus de détails sur cela? Donc, comment est-ce que nous pouvons avoir ces points dans les financements, surtout des populations indiennes, des populations autochtones? Donc, c'est important d'avoir la participation de nous tous, n'est-ce pas? Bon, merci Lolita, merci. Donc, oui, vraiment, c'était une série de consultations. Est-ce que ça va mieux maintenant? Vous m'entendez? Oui. Donc, notre panel participe depuis l'année dernière. À partir de ce processus, donc je vais tenir le micro comme ça, peut-être l'audio sera mieux. Oui. Alors, quelques points qui ont été mentionnés, c'est que ça serait des mécanismes pour augmenter les capacités. Et vraiment, c'est un point qui peut être efficace, rapide, de remplir ces gaps que peuvent se passer de temps en temps. Donc, nous devons diriger l'attention au processus pour garantir qu'il ait une intégrité environnementale, sociale. Et à partir de ces consultations, nous avons fait quelques réunions pendant l'été et en dehors des forêts tropicales et aussi avec des spécialistes juridictionnels pour voir quels outils nous pouvons avoir pour développer quelque chose, fermer ces gaps. Donc, nous lançons ce fonds pour les marchés de carbone
et dans notre alliance avec la Hewlett Foundation. Et c'était pour garantir qu'il y ait des standards environnementaux et sociaux, donner des conseils techniques pour les acteurs pour qu'ils puissent atteindre ce point. Ce n'est pas seulement pour créer des crédits, mais pour garantir que le processus sont là pour développer et puissent atteindre ces standards d'intégrité. Et ça va servir pour renforcer la capacité gouvernementale pour qu'on puisse atteindre ces standards. Et là, pour qu'on puisse minimiser les risques, comme nous avons dit. Et comme ça, tous auront un rôle pour avoir un fonds de plusieurs donateurs et on va consolider des sources philanthropiques de financement du secteur privé et public. Et on aura ce lien qui va pouvoir canaliser ces financements pour les BLC et pour les juridictions pour garantir que ces processus puissent avoir des consultations avec les acteurs impliqués de façon juste. Et donc, ce sont des choses que nous pouvons visualiser correctement. Ça sera un conseil avec des spécialistes techniques et comme ça, on aura des approches comme mentionné par Lolita pour que les acteurs des Autochtones puissent participer de la discussion. Et on aura aussi un point que nous allons souligner, que ce sera un délai de transformation, gouvernance des forêts. On va aussi travailler la communication des résultats. Et ça, c'est un point que ce fonds peut apporter beaucoup de valeur. Nous avons ces exemples qui étaient très intéressants, mais communiquer ces résultats de façon plus large pour que ça puisse être repassé pour plusieurs géographies. Donc, merci beaucoup, Penny, et je passe la parole. Oui, oui, merci. Donc, je vous laisse poser une question pour vos collègues panélistes. Donc, à partir de votre expérience, comment est-ce que les populations indigènes, des populations autochtones peuvent être reconnues en incluant le REDD+, et comment est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans ce sens? Merci, Penny. Bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être là. Merci le PNUD de m'inviter, d'être ici avec ces panélistes si renommés dans ce jour qu'on discute le genre. C'est un grand plaisir d'être ici avec tous mes amis, toutes mes amies. Merci le PNUD encore une fois pour l'invitation et d'organiser cet événement si important au jour du genre. Et quand je parle de ma propre expérience, quand on parle de changement climatique, surtout des populations autochtones et du REDD+, et comme vous le savez peut-être, comme peut-être vous avez déjà vu, nous avons des populations autochtones dans tout le monde qui contribuent aux populations autochtones au monde, même en ayant des impacts de changement climatique. Ça, c'est une indication de qu'est-ce que les populations autochtones peuvent faire. Et aussi, un autre point important, ça serait notre propre expérience sur le terrain. Des expériences avec les populations autochtones dans d'autres communautés. C'est un rôle très important. Notre connexion avec la culture, notre connexion spirituelle, c'est toujours des points qui laissent les forêts debout. Et pour donner un exemple, au Népal,
Nous avons d'autres communautés. Et dans ces communautés que nous avons en Thaïlande, par exemple, la majorité des populations autochtones, quand un enfant naît, il reste là, dans des bambous, et l'arbre représente cette croyance. Donc, c'est un des exemples que nous avons. Et quand vous avez une population comme ça, autochtone, ça signifie plus d'arbres. Et ça, c'est garder cette connexion avec l'écosystème. Les populations autochtones représentent peut-être un système contre la déforestation puisqu'ils sont liés aux forêts. Et donc, la conservation avec les parcs nationaux, les programmes, c'était travailler avec ces populations autochtones. Donc là, les populations autochtones ne sont pas une menace, mais une solution. Parce que si on passe ces droits aux populations autochtones, c'est une façon de protéger le système, les façons de vivre, et ça va contribuer pour la conservation des forêts. Et c'est le moment que nous devons comprendre que cette connexion est très importante. Si nous avons ces droits dans la Constitution, si nous sommes reconnus, ça veut dire qu'on va reconnaître le système d'autogouvernance des populations autochtones. Et comme ça, il y a le style de vie, les connaissances, la résilience. Mais les grands enjeux des populations autochtones, c'est plus dans la partie financière. Donc, j'ai eu l'évaluation récemment et j'étais très engagé depuis le départ avec le RED+, et la majorité des pays qui se bénéficient et qui partagent ce processus. Et ça contribue à la reconnaissance de l'entité. Mais cette institution n'est pas encore très reconnue. Donc, les financements qui viennent vont influencer directement les populations autochtones. Et c'est un peu frustrant et ça a un impact sur les changements climatiques. Donc, on voudrait mentionner cela. Il faut que ça soit légal, soit mis dans la Constitution et il faut avoir un système pour protéger nos connaissances et nos pratiques pour les futures générations. Et la manque de cette reconnaissance juridique, c'est juste une notion. Donc, là, c'est mon expérience. Merci beaucoup. Bon, merci. Vous avez bien parlé sur ces enjeux, surtout sur cet exemple. Et c'est très bien d'entendre cela sur ces enjeux spécifiques, des connaissances traditionnelles. Donc, merci beaucoup. Je vais vous laisser poser la question. Bon, merci. Je suis très contente de pouvoir poser ma question à ma collègue. Et nous savons que les populations autochtones travaillent beaucoup pour créer ces ressources financières, pour recevoir des ressources. Et comment on peut diriger ces fonds aux populations autochtones? Here you go. Bonjour tout le monde, bonjour mes sœurs et merci pour la question à ma sœur Adorée Passin. Alors, comme vous savez tous, les mécanismes actuels sont tellement complexes. Alors, les mécanismes qui existent actuellement en ce qui concerne les finances des peuples autochtones sont structurés comme suit. C'est-à-dire, il y a une pyramide inversée. Dans cette pyramide-là, nous allons retrouver d'abord les donateurs, les fonds publics. Et là, en dessous, nous allons trouver maintenant les fondations,
les gouvernements nationaux et les multilatéraux. Viennent maintenant la partie des grandes organisations et les institutions des Nations Unies. En plus de ça, nous allons trouver encore les organisations du Nord, les pays du Nord, et sous ça, nous aurons les petites organisations. Et il y a encore d'autres intermédiaires non énumérés en dessous avant que ça n'arrive au peuple autochtone. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que bénéficiaires directs, nous obtenons? Nous n'aurons que 7% des fonds dédiés au peuple autochtone, c'est-à-dire les 93% vont seulement dans les intermédiaires. Ça veut dire qu'on est en train de créer 93 problèmes dans le monde parce que tout cet argent va dans les poches des riches qui vont acheter encore des véhicules, qui vont effectuer des voyages pour nous créer encore plus de gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce que les peuples autochtones ont décidé? Nous avons décidé de créer ensemble Chandia. Qu'est-ce que Chandia même? Chandia est une plateforme créée par les peuples autochtones pour garantir et faciliter l'accès direct aux fonds qui visent à réaliser des actions qui tendent à stopper les effets des changements climatiques, à protéger la biodiversité par les organisations même de peuples autochtones et communautés locales. Chandia permet de connecter, renforcer les mécanismes et les capacités des organisations qui sont aux Nations Amériques, qui sont en Indonésie, qui sont dans les deux principaux bassins planétaires, à savoir le bassin de l'Amazonie et le bassin du Congo. Alors, elle mène aussi des négociations directes avec les donateurs sur la tenue foncière, et sur et forestière des peuples autochtones. Elle protège la dégradation des sols, la biodiversité, à travers les organisations de peuples autochtones. Alors, elle renforce aussi les économies et respecte les priorités fixées par les organisations de la société civile même. Elle a une vision. Sa vision est d'abord, Chandia est une plateforme mondiale qui qui facilite les finances territoriaux pour les peuples autochtones et les communautés locales. Elle assure aussi la protection de la terre-mère, évidemment, en soutenant la reconnaissance des droits fonciers et forestiers, en renforçant la gestion territoriale, en promouvant les économies communautaires et en faisant avancer la lutte contre le changement climatique. Elle a aussi une mission. Sa mission est de garantir la durabilité et la rapidité aux finances directes pour les actions, évidemment, qui luttent contre le changement climatique, la dégradation du sol, la biodiversité, par les organisations de peuples autochtones même, évidemment. Ces actions portent directement sur le droit et l'autonomisation de ces communautés-là. Elle a quelques principes, elle a 10 principes en tout. Et dans les 10 principes, nous avons le premier principe qui est de la participation pleine et effective des peuples autochtones à la structure de gouvernance des mécanismes avec des partenaires équitablement. Le deuxième est assurer la mise en œuvre du CLIP, qui est le consentement libre, dans cette initiative qui est déjà prévue. Et son troisième principe est la participation et l'inclusion pleine et effective des femmes et des jeunes dans la planification et dans l'évaluation des activités qui seront réalisées par ces finances directes. Elle a des innovations locales qui sont, il y a l'identification, le renforcement et la reproduction des activités, des initiatives locales qui sont réussies dans des différentes localités
qu'œuvre Chandia et respecte les systèmes et savoirs traditionnels principaux. Il y a aussi la transparence sur l'organisation et l'utilisation de ces fonds-là. Il y a aussi le renforcement des capacités dès le départ, dès le début, c'est-à-dire avant même d'implanter Chandia, il va y avoir des formations, des renforcements des capacités dans chaque région qui est spécifique à chaque région. Par exemple, je prends dans le bassin de Congo, nous sommes actuellement en train de vouloir installer et renforcer les capacités des membres du REPALEAC sur comment utiliser même Chandia. Il y a aussi les systèmes d'évaluation sur la base des communautés locales et peuples autochtones. Nous avons l'efficience et l'efficacité. Les mécanismes doivent être mesurés, doivent être en mesure de garantir la responsabilité. C'est-à-dire les mécanismes qui sont là peuvent garantir la responsabilité des organisations qui vont mettre en œuvre ces finances-là, et aussi avec une transparence et des mécanismes administratifs simples et flexibles selon les spécificités de chaque région et de chaque partenaire de mise en œuvre. C'est aussi pour garantir la pérennité de la nature et de l'écosystème, puisque nous savons tous, les peuples autochtones, c'est eux qui sont les protecteurs, les premiers protecteurs de l'environnement et qui détiennent des savoirs et connaissances traditionnelles en mesure de protéger notre planète pendant qu'elle est en agonie. Et le dernier principe, évidemment, est l'accès à l'information. C'est créer un système public d'information sur la situation de l'écosystème, sur la situation des écosystèmes et des statuts foncières à travers les différentes parties. Alors, elle doit être implantée dans des différentes zones d'action. Nous avons parlé tout à l'heure des Mésoamériques, de l'Amérique latine, de l'Indonésie, et ainsi de suite. Mais il y a des organisations, des réseaux spécifiques dans ces provinces-là. Nous avons le réseau AMAN, nous avons l'AMPB, nous avons l'APIB, nous avons COICA, et en Afrique centrale, évidemment, chez moi, nous avons REPALEAC. Et toutes ces organisations-là sont membres de l'Alliance globale, qui est une organisation internationale que vous connaissez tous. Alors, voilà en quelque sorte, qu'est-ce que c'est Chandia? Mais nous sommes là pour répondre aussi aux questions. Mais avant de remettre évidemment le micro, je suis assez excitée de poser une question à ma sœur Lorraine. Alors, vous savez, l'engagement des donateurs pour les peuples autochtones et la tenue foncière et forestière à la COP26 était impressionnante, évidemment. Mais quels sont les progrès accomplis jusqu'à présent dans la réalisation de cet engagement? Et comment les donateurs peuvent-ils s'assurer que les fonds parviennent aux communautés locales et ceux qui vivent autour des différents écosystèmes? Merci beaucoup. Vous n'avez pas compris la question, vous voulez que je répète? D'accord. Alors, l'engagement des donateurs pour les peuples autochtones sur la tenue foncière et forestière à la COP26 était impressionnante, évidemment. Mais quels sont les progrès accomplis jusqu'à présent dans la réalisation de cet engagement? Et comment les donateurs peuvent-ils s'assurer que le fonds parvienne aux communautés qui vivent autour des différents écosystèmes? Merci. Merci beaucoup de votre question. Je vais parler de la situation des donateurs. Je suis désolée, le son ne nous parvient pas. Nous allons parler des engagements des peuples communautaires, tout ce qui a été fait pour protéger nos communautés et d'une façon intuitive et à travers les actions
et l'efficacité des fonds dirigés aux populations autochtones. Je suis désolée, le son ne nous parvient pas en cabine. Il y a une reconnaissance plusieurs fois où les communautés ont agi et qu'il faut protéger leurs droits. Alors, pour ce qui traite de l'engagement, pour ce qui traite des donateurs, et il y a des bailleurs de fonds, il y a des contributions. L'année dernière, à COP26, il y avait un groupe de 23 de bailleurs de fonds qui ont annoncé un engagement de 27 milliards de dollars pour la protection forestière et sa propriétaire. Et cet engagement a été fait avec d'autres engagements faits par d'autres bailleurs de fonds et donateurs et donneurs pour poser justement le renforcement des propriétés et justement comment faire les donations pour 24 et 25. Les premiers résultats ont été publiés dans le rapport et on fait une séparation des fonds par région et nous savons que c'est également séparé en financement direct et nous avons des partenariats qui sont renforcés. Et vous pouvez voir, comme nous pouvons voir quelles sont les ressources pour l'Amazonie et les programmes avec on peut voir comment l'Amazon protège les terres et comment nous avons les mécanismes de protection foncière. Et il y a tant d'autres excellents exemples à rapporter sur les bailleurs de fonds du Royaume-Uni et d'autres organisations qui appuient les groupes de donateurs. Nous avons beaucoup donc d'efforts et une partie de l'objectif de cet engagement est de renouveler justement l'engagement et de préserver les fonds et cela peut être fait et cela a été soulevé aujourd'hui et nous avons donc les actions qui sont menées par les populations autochtones et les donateurs bilatéraux et c'est difficile pour vous de travailler avec nous et vice-versa. Et cela nous permet de faire ce que nous devons faire. C'est compliqué toujours. Nous avons diverses initiatives et écoutez les différentes organisations. Il y a beaucoup de choses que nous faisons pour rendre ces financements plus accessibles et comme agence, nous avons des objectifs qui sont très ciblés pour pouvoir offrir ces financements jusqu'à 2025 et un objectif de 50% jusqu'à la fin de la décennie. Et nous avons donc et je regrette, mais le son ne parvient pas à la cabine. Il y a beaucoup d'opportunités également et j'espère
que nous pourrons aider les communautés autochtones locales avec ces plans de 10 ans pour augmenter les partenariats. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier de votre intervention. C'était un modèle extrêmement intéressant. J'espère que nous pourrons parler davantage de cela dans notre discussion avec le public et montrer comment nous pouvons justement traiter ces défis auxquels nous devons faire face. Je remercie encore une fois les orateurs pour leur participation. Avant d'amener les membres du public dans la discussion, je voudrais vous demander s'il y a quelque chose de plus que vous ayez entendu et qui n'ait pas suivi vos questions et qui puisse être partagé avec le public. The audience. Yeah, okay. I think we'll eat. No. Merci beaucoup, Laurence. Merci, vraiment, c'est très important ce que vous dites. Alors, moi, je voudrais que nos partenaires, nos donateurs, on ne parle pas de bénéficiaires et de bailleurs, mais on parle plutôt des partenaires. Parce que nous ne voulons plus être des donateurs, des receveurs, des bénéficiaires. Nous voulons être des partenaires de mise en œuvre parce que là, nous, on est en train de guérir la plaie qui a été causée par ces donateurs-là. Alors, nous sommes des partenaires désormais, nous ne sommes plus des bénéficiaires. Alors, pour ce, nous exhortons à ne pas mettre plus la pression sur les ateliers. Les frais que vous amenez, par exemple, si vous amenez 5 personnes en Afrique, imaginez les billets, aller-retour, la prise en charge, les hôtels, les déplacements, tout ça. C'est du carbone en plus dans l'air. C'est des gaz à effet de serre de plus dans l'air. Pourquoi ne pas donner ces fonds-là directement à une organisation? Si vous faites ça, 4-5 ateliers par année, choisissez 4-5 organisations de base. Je dis bien organisations de base, communautaires, avec des actions sur le terrain concrètes, mesurables, évaluables, avec impact direct sur la planète. Donnez ça, même si c'est 1 million de francs CFA. Les réalisations qui vont être faites avec cet argent que vous donnez, c'est encore, ça a plus d'impact sur les communautés locales qui vivent à la base que de nous donner des ateliers de formation. 26 ans, 27 ans, ça fait quoi? De 92 jusqu'à nos jours. Combien des ateliers de renforcement de capacité ont été faits? Quelle est l'action concrète sur le terrain? C'est ça ce que nous voulons maintenant. C'est une contribution. Merci beaucoup. Je veux seulement souligner un point que je voudrais utiliser pour inclure dans vos commentaires. Comme vous le savez, nous essayons déjà de combler ces lacunes qui sont là parce que le rôle et contribution des peuples autochtones est très important et doit être encore bien examiné. Nous avons donc ces problèmes et comment nous pouvons avoir un abordage basé sur des preuves pour créer nos politiques. L'une des lacunes, c'est qu'il n'y a pas assez de conditions pour faire cela. Dans l'histoire des peuples autochtones, il n'y a pas assez de base pour cela. Mais nous avons donc cette nouvelle forme de discussion et il nous faut avoir plus d'informations et plus d'histoires pour documenter cela et créer cela pour développer cela comme une base pour la discussion pour obtenir plus de fonds. Et cela a souligné également l'importance des connaissances autochtones. Jusqu'à maintenant, les usagers et les partenaires ont fait cela en partenariat avec des ONG plus grandes, mais comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose directement lié aux connaissances autochtones locales? Alors, je voudrais souligner que IPCC a commencé cela avec l'un des comités
et nous travaillons juste avec UNESCO. Et ça n'a pas encore été assez effectif parce qu'il y a encore cette appropriation par des organisations scientifiques plus grandes et on n'a pas identifié cela. Et je voudrais justement que tous nos partenaires et donateurs et bailleurs de fonds se donnent compte que c'est le moment vraiment de baser les activités sur les personnes qui vivent sur le terrain et donner une opportunité aux peuples autochtones de parler dans leur propre voix, n'être de représenter ou mal communiquer comme s'ils ne pouvaient pas parler eux-mêmes. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire que comme nous sommes partis en ce processus, et on appelle à cela mes compagnons de campagne, dans les processus de participation, dans les réunions de négociation, ainsi que la participation de la société civile comme peuple autochtone. Nous voulons être à la même table que les bailleurs de fonds parce que c'est nous qui allons voir quelles sont les communautés qui seront atteintes sur les territoires et ceux qui auront les négociations et qui cela nous limite par rapport aux organisateurs que nous ne soyons pas impliqués dans ces thèmes, mais il nous faut être dans ces espaces avec ces organisations parce que nous avons déjà les initiatives qui sont organisées et notre idée, c'est de travailler jointement avec les territoires où on a déjà identifié les thèmes qui doivent être développés, surtout dans justement les énergies propres, la bioéconomie, les femmes, les jeunes, et travailler sur les thèmes de délimitation du sol, des propriétés. Pour ceux qui sont fractionnés, nous voulons récupérer, identifier et continuer de soigner ces forêts. Nous sommes ceux qui s'occupent de ces forêts et nous n'avons pas de ressources. Il nous faut être reconnus et compensés justement pour que nos populations puissent vraiment choisir les différentes techniques qui s'appliquent à leur système parce que dans les différentes nationalités, nous n'avons pas besoin qu'on crée des économies alternatives pour faire ce que nous savons faire et pour que nous puissions ainsi avoir les jeunes pour qu'ils puissent continuer d'entrer parce que souvent, nous n'avons pas cette capacité administrative, on ne nous la donne pas. Ce sont les organisations qui sont en même temps l'autorité exécutrice qui vont trouver des fonds pour nos compagnons. Mais ce sont des unités différentes, les équipes administratives et techniques, et nous n'avons pas de voix et il nous faut participer justement de ces organisations qui touchent à nos lieux sacrés. Tout cela est articulé entre les compagnons qui vivent dans ces territoires. C'est pour ça qu'il est important de créer des partenariats pour qu'on puisse nous appuyer parce que nous sommes également des partenaires. Et il faut que nous soyons effectivement consultés, que nous puissions participer effectivement et que ces mécanismes soient accessibles. Nous voulons une implication non seulement de haut en bas, mais également de participation horizontale et que l'on transpose à ces communautés locales les capacités. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lolita et Lawrence. Je vais maintenant passer la parole au public. Merci. Je veux seulement
dire que nous avons eu une opportunité de parler de cette promesse faite et de cet engagement. Et nous voulons dire que dans le centre américain, à 3 heures, nous aurons une séance qui sera dédiée à discuter le pledge, l'engagement, pardon, et nous aurons des orateurs de l'Alliance globale pour les communautés territoriales et des exemples sur lesquels nous sommes en train de travailler aux États-Unis directement avec les peuples autochtones. Et vous trouverez cela d'une façon qui sera vraiment très encourageante. Et l'une des grandes choses j'ai eu le travail j'ai eu ce privilège de travailler sur les organisations qui peuvent promouvoir les droits des peuples autochtones. Et une de nos lignes thématiques, c'est partenariat. Nous avons des populations autochtones, des leaders, des consultants et aussi dans d'autres missions. C'est une chose critique de changer ces rapports. Donc, ce n'est pas diriger l'attention aux populations autochtones en tant que bénéficiaires, mais en tant que partenaires. Ça se passe déjà il y a 3 ans et on apprécie vraiment cette situation. On fait cela à partir de développement qui est un partenariat avec la Fondation indigène ou autochtone et on essaie de faire ces partenariats où on a des intermédiaires avec les leaders autochtones pour faciliter ces partenariats. Donc, je comprends que ces mécanismes soient compliqués. Ils sont vraiment compliqués. Donc, nous travaillons de façon bilatérale. Nos fonds viennent de contribuants des États-Unis et nous avons des demandes par rapport à rapport et ça peut être très bureaucratique. Mais nous avons quelques possibilités d'ajuster. Mais nous allons essayer d'ajuster toujours des choses qui sont lourdes en tant que bureaucratie. On cherche l'équilibre, mais nous avons la créativité et la volonté d'améliorer les financements directs. Et donc, ça sera toujours quelque chose d'important pour l'avenir. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions sur cela, j'aimerais bien dire que le fonds sera établi jusqu'à la fin de l'année prochaine et ça pourra donner des fonds directs. Donc, c'est ce que vous dites pour garantir une participation efficace dans ces processus. C'est ça que nous essayons de mettre en place. Merci. Je remercie beaucoup. Et maintenant, je passe la parole au public pour qu'il puisse interagir avec notre panel. Et donc, je passe la parole à Stéphanie. Si quelqu'un a des questions, je voudrais juste suggérer qu'il faut parler directement au micro pour que la traduction puisse vous entendre. Avons-nous des questions? Merci beaucoup. Donc, dans le travail des PCC, je voudrais juste faire le commentaire que là, il y a un groupe scientifique qui essaye de voir et analyser ce qui arrive. Si les négociations ont du succès, si tout est bien aligné, et si on atteint le succès, ils vont augmenter les pressions au territoire autochtone, de l'élargissement de l'urbanisation, de plus de production d'aliments. Et là, tout ça va mettre plus de pression sur les territoires des populations autochtones. Et donc, pour réduire les changements climatiques, là, on voit que c'est une priorité pour garantir que ces territoires autochtones aient les droits pour leur territoire. Et il faut qu'ils aient des ressources pour
protéger et comprendre et dire que là, ce sont des opportunités pour nous. Il peut y avoir des choses qu'on ne veut pas participer, mais il faut qu'ils aient la possibilité de prendre ces décisions par eux-mêmes pour protéger l'intégrité de ces territoires. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut que ce soit fait maintenant et c'est très urgent et ça a déjà pris beaucoup de temps. Donc, il faut prioriser ces questions et ça, c'est lié au fait que nous voulons que tout ait du succès, mais nous ne voulons pas que les populations autochtones soient affectées de façon négative à cause de tout cela. C'est ça, merci. Quelqu'un d'autre? Donc, c'est plus un commentaire. Mais avons-nous d'autres réactions? Oui, je voudrais juste remercier. Je voudrais vous remercier, vous, et dire que c'est ça que les populations autochtones cherchent, plus d'exploitation, plus de torture. Donc, il faut arrêter avec la souffrance au nom de la conservation. Donc, là, comme nous avons déjà dit plus tôt, là, nous protégeons la nature. Et donc, il ne faut pas passer par toute cette situation. Et donc, protéger les populations autochtones, c'est déjà une des solutions. Et il faut dire à tous nos collègues que tous les efforts de comment nous pouvons apporter les populations autochtones et les communautés scientifiques pour qu'ils soient alignés aux questions des changements climatiques pour qu'on puisse trouver des solutions pour travailler toutes ces questions de changement climatique. Yes. Merci. Muchísimas gracias. Soy Lola Cabral, una mujer maya Ekchi de una comunidad rural en Guatemala. Nosotros hemos escuchado. Vous m'entendez? Hola, hola. Hola, ahí está bien. Muy bien. Entonces, soy Lola Cabral, mujer maya Ekchi de una comunidad rural en Guatemala. De population Nosotras las autochtone mujeres, au Guatemala. bueno, primero quiero felicitar también a las mujeres panelistas, muy buenas presentaciones. Donc, Nosotras les las femmes dans nos mujeres en communautés, nuestros territorios. et donc, on travaille. Et là, nous aussi, nous avons passé par une des plus difficiles crises que les changements climatiques ont causées. Une autre chose qui a été dit ici aussi, et sur l'accord de Paris, qu'il a pris autant de responsabilités aux États. Donc, c'est une stratégie pour réduire les émissions et les impacts des changements climatiques. Donc, c'est la raison du pourquoi nous, en tant que population autochtone, nous luttons pour renforcer le rôle des populations autochtones à partir de cette plateforme où nous avons les populations autochtones, les populations locales, les communautés locales. Et donc là, on voit les populations autochtones dans toutes les régions du monde. Pour qu'on puisse atteindre. Donc, dans les semaines, là, il faut avoir des responsabilités stratégiques avec les États pour qu'on puisse connecter nos connaissances et pratiques anciennes avec la communauté scientifique, parce que c'est la seule façon que nous allons pouvoir sauver le monde.
Donc là, on ne va pas parler d'une solution pour les territoires et les forêts. Nous avons les connaissances et pratiques. Pour cela, nous avons nos propres façons pour travailler toutes ces questions dans nos communautés. C'est pour ça que nous sommes là pour dire aux donateurs que nous voulons être partenaires. On veut que nos connaissances et pratiques soient reconnues. Les habiletés et capacités que nous avons et qu'à partir de là, on peut mettre en place des actions et travailler avec les jeunes pour donc qu'on puisse trouver une viabilité, pour qu'on puisse développer et faire face à cette crise climatique de toutes les façons. En élargissant cela aussi pour l'agriculture, nous pouvons continuer et passer cette crise. Donc, je voudrais qu'on puisse assumer cela qui ces sujets de discussion sont très importants pour nous. Merci beaucoup. Avez-vous des réactions du panel? Je peux prendre encore une question peut-être du public et après on peut voir si nous avons des réactions. From the audience, and then we'll see if we have reactions. Oh, okay. Bonjour, bonjour toutes les femmes, bonjour tout le monde. Juste un petit témoignage pour vous dire l'importance des connaissances des peuples autochtones et leur connaissance de la nature et leur importance dans toutes les solutions qu'on va élaborer. Donc moi, je suis ici de la communauté pastorale du Burkina Faso. Bon, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais quand on parle du Sahel, le Sahel aujourd'hui où il y a tous les viseurs, je viens de là. Donc moi, ma communauté est restée dans cette terre, sur cette terre. Quand il y a eu la crise sécuritaire et que tout le monde a su l'insécurité, nos communautés autochtones, elles ont préféré rester sur place sur leur terre parce qu'elles ne peuvent pas vivre en ville, elles ne connaissent pas la ville. Et elles sont restées là, et privées de tout service de base, santé, éducation et tout ça, mais elles ont réussi à survivre avec la nature, dans la nature, grâce à la nature. Elles vivent des produits de la nature, de la cueillette. Elles sont revenues à la cueillette. Nous sommes au XXIe siècle. Elles ont dû recourir à la cueillette pour survivre et utiliser les plantes pour se soigner. Et donc, comme il y avait la pression sur ces plantes-là, les plantes médicinales, elles ont été obligées par moment de reproduire ces plantes-là, replanter ces plantes ou greffer parfois pour pouvoir avoir des médicaments un peu moins amers pour les bébés, par exemple, etc., etc. Donc, pendant ce temps-là, elles se battent comme elles peuvent dans ces zones-là pour restaurer la nature, pour sauvegarder la nature. Mais le fait qu'elles soient isolées par l'insécurité, le gouvernement continue à capter les aides. Et ces aides-là restent dans ce circuit traditionnel. Et ça n'arrive pas à ces populations-là. Donc, je lance un cri de cœur ici, sur cette tribune-là, et que vous relayez nos voix. J'espère que la paix va revenir un jour. Il faudra faire focus sur ces populations-là et aller les encourager, les aider à continuer à préserver tout ça et à transmettre ces connaissances traditionnelles qui étaient presque perdues. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va donner une chance au panel de réagir aux questions. Peut-être une dernière question du public. Donc, s'il n'y a pas, est-ce que nous avons des questions en ligne? Non, non plus? Voilà. Y a-t-il une dernière question du public? Non? Y a-t-il des dernières remarques de nos panélistes?
Je crois que ce panel était excellent pour reprendre l'essence du rôle si important de ces contributions que les populations autochtones peuvent donner. Et ce panel aussi a été très important pour sensibiliser les personnes et du pourquoi que ces populations sont importantes pour la terre, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec le système et le gouvernement. Ils sont la base de protection de ces connaissances, des cultures et des valeurs qui vont contribuer pour l'écosystème et résilience de l'écosystème. Je voudrais aussi souligner que les efforts des populations autochtones dans cette lutte, qui sont très importants pour travailler avec les différentes agences du gouvernement. Thank you. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis très contente de participer à ces assises-là. Ça a été vraiment un grand plaisir. Et j'aimerais bien demander encore et encore à ma sœur Laurence de vraiment tenir compte des peuples autochtones. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas allés à l'école que nous ne sommes pas capables de gérer les fonds. Il faut donner seulement à une personne de l'argent, lui demander d'investir et revenir voir combien à toute une communauté, à tout un groupe, une organisation que nous sommes vraiment capables de gérer. Et si vous travaillez directement avec ces communautés, vous aurez plus d'impact multiplié par X que si ça vient par des donateurs, ainsi de suite. Donc, il va falloir alléger vos systèmes, minimiser les intermédiaires et faire des financements directs aux communautés pour avoir des résultats concrets. Et peut-être d'ici l'échéance fixée, au lieu que la température monte, elle va plutôt chuter. Et vous aurez vraiment des résultats concrets et vous aurez amélioré les vies de ces communautés-là qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Et merci au public, merci à nos amis qui sont en ligne aussi. Et merci à PUT qui a organisé cette activité et Alliance Globale qui est là. Merci à tous. Donc, je suis d'accord. Comme communauté de donateurs, on doit travailler pour réduire il faut diriger l'attention à ces groupes pour qu'on ait plus de résultats. Merci beaucoup. Merci à tout le public, encore une fois, à tout le public ici présent. Et je voudrais remercier les panélistes, donc à nos collègues qui sont ici présents. Je voudrais dire que c'est un grand plaisir d'être là parce que nous sommes des populations de la région amazonienne. Nous sommes une partie de cette région. Et là, on veut avoir plus de participation dans tous ces processus. Aussi, je voudrais dire qu'en Amazonie, nous avons beaucoup de problèmes sans cette déforestation. Et alors, avec la déforestation, avec cette minération illégale, donc nous avons encore plus. C'est une urgence et nous avons besoin de ces actions et mises en place immédiates, surtout pour les territoires qui sont déjà contaminés. Et je voudrais vous inviter tous à aller en Équateur. Nous avons plusieurs menaces de ces entreprises extractivistes. Donc, nous voyons que cette lutte pour nos droits ont été affectés. Donc, on veut que les gouvernements respectent l'Amazonie. Et encore une fois, je voudrais remercier à toutes et à tous les interprètes, les panélistes, tous ceux présents ici. C'était ma première fois. C'est une expérience incroyable de partager avec vous. Et c'était ce que je voulais partager. Merci. Merci. Je crois que c'était très bien. Je voudrais remercier tous les panélistes, toutes les panélistes.
Merci de vos contributions. Nous avons vu les enjeux, les contributions et nous avons vu que nous avons beaucoup de choses pour travailler. Je voudrais remercier aussi les partenaires de la plateforme. Nous avons quelques-uns ici qui nous ont aidés à organiser cet événement. Donc, je vous remercie d'être ici et j'espère que vous avez trouvé que c'était vraiment très productif et intéressant comme moi. Merci beaucoup.